La petite Julie adorait faire les courses avec sa maman. Sur leur liste, elles mirent ceci, cela, et tant, et tant. Célébrer leur union au sein de notre mère, la Sainte-Église, malheureusement, à cause de certaines circonstances, principalement l'entrée précipitée de Charles à l'hôpital cet après-midi, la cérémonie est retardée à sa sortie. Cependant, ils ont exprimé le désir d'échanger devant vous quelques bons vœux et m'ont demandé de bénir leur union. Est-ce que vous réalisez, René, que ça fait 10 ans déjà? Non, je ne le réalise pas. C'est incroyable, hein? Oui. Je dois vous confesser que j'avais oublié ça. Ah oui? Oui, j'avais oublié que j'avais fait ça, ce genre de curé-là. Il y a beaucoup de bons souvenirs dans tout ce que vous avez fait. Hein? Oui. Bon, il y a quelque chose que je veux que vous Vous ne m'expliquiez. voulez pas me faire broyer, j'espère. Pas du tout. Je suis hypersensible, comme vous savez. C'est jamais agréable de se rappeler ces souvenirs-là, là, Oui. mais 6 novembre Oui. 1989, la Polytechnique, 14 jeunes femmes sont tuées. Oui. Comment ça se fait que ça a éveillé en vous... Qu'est-ce que j'ai dit comme date, le 6? Décembre. J'ai dit 6 novembre, pardon, c'est 6 décembre. 89, oui. Aujourd'hui. Comment ça fait que ça a éveillé en vous ce désir-là de contrer la violence à la télévision? Michel, quand vous avez des enfants et des petits-enfants et que vous voyez 14 jeunes filles qui se font tuer lâchement, assassinées comme ça, là, par un gars, on ne sait jamais pourquoi il avait choisi, il haïssait les filles, il faut croire, parce qu'il a fait vider la classe où il y avait des garçons pour rester avec les filles. 26 balles dans son fusil mitrailleur. Ça, c'est le même fusil mitrailleur, même genre que G.I. Joe, le supposé héros de nos enfants. Hein? Ouais. Voir si c'est des cadeaux à acheter aux enfants, c'est un fusil mitrailleur, et pourtant, il y en a qui le font. Et puis, et là, vous vous dites, il faudrait plus, on se dit, il faudrait plus jamais que ça se reproduise. Tout le monde se dit la même chose. Ouais. On sait qu'à New York, à Chicago, à Los Angeles, ça arrive ça, quasiment toutes les semaines. Et là, regardez combien les choses, des fois, s'arrangent bien. Un journaliste d'Éco-Vedette m'avait dit, il m'avait interviewé, puis il m'avait dit, où en êtes-vous dans votre carrière? J'ai dit, il n'y a plus grand monde qui me demande, mais j'ai dit, moi j'ai décidé d'essayer de me concentrer sur la non-violence et le sens du mot respect. Ça paraît d'Éco-Vedette, il y a un petit gars de Québec même, Richard Proulx. Il y avait des petits-enfants, lui, puis il pensait exactement comme moi. Ouais. Un samedi matin, mon vieux, un poste local de Québec nous met en onde sur une ligne ouverte. Et là, bien des gens disaient, vous avez raison, il ne faudrait plus jamais que ça se reproduise. Qu'est-ce qu'on peut faire? On réunit une trentaine de personnes ici à Duverger, où est notre centre communautaire. Ouais. Depuis 12 ans, notre secrétariat est là. Le secrétariat de trop, ROP, Oui. est là. Travail de réflexion pour des ondes pacifiques. Oui. Et là, c'était des gens de Québec qu'on avait recueillis, là, qui étaient venus. Et là, on a réalisé des statistiques qui nous ont effrayés. C'est là qu'on a réalisé d'abord l'importance du petit écran dans la vie du jeune. Par exemple. Par exemple, un enfant, mon cher, passe 28 heures de sa semaine devant un écran, soit avec des émissions de vues de dessins animés ou de cinéma ou de jeux vidéo et ainsi de suite, maintenant l'Internet. Ouais. Et puis, quand il sort de son cours primaire, il a déjà été témoin de 8000 meurtres, figurez-vous, là. Ça, il y a des études qui prouvent ça, là? Oui, officiel. Quand il sort de son cours primaire, Ouais. il a déjà été témoin de 8000 meurtres. Oui. Et quand il Il y a sortira... quoi, 11 ans, 12 ans, là? Oui. Quand il sort du Et quand il primaire? sortira de son cours secondaire, il aura été témoin de plus de 200 000 actes de violence ou d'agression de toutes sortes. Là, on s'est dit, il faudrait faire une campagne auprès des producteurs ou demander au CRTC que... c'est là que la petite Virginie Larivière a parti ça. Oui, oui. Elle a recueilli quand même 1,5 million de signatures, vous Oui. savez, grâce au Club optimiste, dont je suis le doyen en province encore actif, Oui. les Chevaliers de Colomb et tous Et ça a eu un certain les impact, ce qu'elle a fait à Virginie Larivière. ça a eu un impact médiatique, Oui. puis à travers le Canada, hein. Ouais. La preuve, c'est qu'elle est allée voir M. Mulroney, puis il lui a dit, on va essayer de faire quelque chose. Et c'est là qu'on a reçu des lettres du CRTC nous rappelant que les télédiffuseurs sont libres de présenter ce qu'ils veulent à l'heure qu'ils veulent. Alors, donc, vos interventions doivent se faire auprès des télédiffuseurs et non pas auprès des autorités. Oui, oui.
Est-ce que, ça donne quelque chose? Oui, les télédiffuseurs, et je veux remercier publiquement TVA qui, à ce moment-là, a retiré de ses ondes là, 3 émissions, dont 2 les payaient grassement, à savoir G.I. Joe et Power Rangers. Oui, et même vrai. la lutte. Oui. Et Power Rangers, n'oubliez pas une chose, partout au Canada, ça existe encore, et aux États-Unis. Ouais. Et les petits Québécois qui prennent ces émissions-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la fameuse... Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques, René, puis je ne veux pas partir de polémique, là, mais que ça a vraiment une influence sur les instincts de violence chez les jeunes? Oui. Vous savez, banaliser la violence, vous savez, quand vous semez des sentiments de violence comme si c'était normal, là, ben, le jeune, lui, va s'imaginer, ça, c'est son héros, ça, qui est à la télévision, de lui, là. Il tue du monde, lui. Quand ça va mal, il sort son... La promotion des armes, mon vieux, ça se fait, hein? Le marketing des armes en Washington, c'est le plus important au monde. Et puis, il faut faire le marketing, la télévision, les jeux vidéo, c'est parfait. Et là, depuis le 11 septembre, là, la réalité a dépassé la fiction. Les jeunes... D'ailleurs, je peux vous dire que 3 jours par après, là, les fabricants de jeux vidéo se sont dit, on devrait peut-être considérer le contenu et le mettre moins violent. Ça a amené une réflexion. Eh, commandons! Il y a quelque chose qui me chicote, René. Vous êtes chicoté, pourtant vous avez l'air bien à l'aise. Oui, mais je ne veux pas envoyer rien en fan, là, mais vous faites la narration pour une émission qui s'appelle Coroner. Oui. Il y a de la violence là-dedans? Voici. Coroner a l'avantage, d'abord, ce sont des événements authentiques qui sont passés au Québec. Ça donne l'occasion à des jeunes comédiens méconnus de jouer. Mais surtout, la télévision s'est inventée pour instruire, divertir, mais pas pour montrer à nos jeunes comment tuer le monde. Or, dans Coroner, vous avez des SMAT, des vrais de vrais, des experts en balistique, en effet de la drogue, et qui viennent témoigner, dire le danger que puisse faire telle chose, telle chose, telle chose, et donner une explication que seul le coroner est en mesure, avec tous ces gens-là réunis, de pouvoir donner un verdict. Ça instruit. Il n'y a pas de paradoxe. Non. À votre avis, il n'y a pas de paradoxe là-dedans. OK. Aujourd'hui, est-ce que... C'est une bien bonne question que vous avez soulevée. C'est la mission de votre vie, ça, aujourd'hui? À 76 ans? Oui. Oui. Et moi, là, avec les clubs optimistes, le partenariat des clubs optimistes, hein, on est 600 clubs en province, et je fais tous les francophones de l'Ontario, vous savez. Les Chevaliers de Colomb et la CSQ, parce que ça nous prend l'autorisation des enseignants. Or, en ce moment, on sait qu'il y a un petit malaise là, qui existe dans les écoles. Là. Le parascolaire, là, ça va être gênant pour quelques semaines, mais ça va revenir. Et puis, si vous saviez combien on est encore confiant, c'est une campagne de réflexion, hein? Travail de réflexion. On ne dit pas aux jeunes, là, regarde pas la télévision, jamais on oserait dire ça. On lui dit, fais la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et ça, qui peut leur montrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon? L'instinct de l'enfant? L'intelligence de l'enfant. On leur dit, on vous sait assez intelligent. L'influence du parent? On le souhaiterait. Mais vous savez, Michel, il faut l'admettre, se regarder dans le miroir, comme le dit un alcoolique, puis dire, j'ai décroché. Avoir le courage de dire... derrière tout décrocheur scolaire, moi, d'après moi, bien souvent, il y a un parent qui a décroché. Et les parents sont un peu dépassés, cette génération-là. On l'a déjà fait au cours de l'entrevue, mais vite, avant de terminer, on redonne le numéro de téléphone de TROP. Oui, à Québec. Pour les gens qui veulent prendre l'information, qui veulent donner un coup de main. On a des guides d'information. D'abord, on a des guides des guides d'intervention. On a une cassette où il y a 3 topos merveilleux. Un, c'est par des bouts de choux qui valorise l'amitié, la camaraderie. L'autre, c'est sur l'art de lire plutôt que de passer notre temps à entretuer du monde. Et ça, c'est votre mascotte? Ça, c'est notre mascotte. Tout fait, tout pour la paix, pour un avenir meilleur, pensée non-violence et respect. Et puis, le dernier, c'est la violence dans les sports. On a des accessoires pour nos intervenants. Et si vous n'avez pas tout appris sur René Caron aujourd'hui, parce qu'on avait seulement 45 minutes, dans ce livre-là, vous allez en apprendre pas mal plus. Comme si c'était hier. Merci. Normalement, il serait supposé être chez les bons libraires. Il devrait être là. Mais c'est Québécois, les éditions Québécois. Merci René, c'est terminé. Merci à vous d'avoir été là. Merci. Demain, Jacques Rougeau est avec nous. Bonne fin de semaine. Non, bonne fin de journée. À demain.
Pour ne plus sentir le poids des années sur vos épaules, vos bras, vos jambes, pour renouer avec la beauté de votre peau, le traitement hydratant pour le corps Total Effects de Olay. Il transforme votre peau. Il contient une formule avec vitaniacine et il aide à combattre... Fête réunis dans un seul coffret. Noël des bouts de chou. 2 disques compacts pour le prix d'un seul. Noël des bouts de chou. 25 succès pour chanter Noël. Noël des bouts de chou, en vente maintenant. Juste pour vous, à la salle J. Antonio Thompson, de grands classiques. Je le sentais dans mes os. Non, mais attendez, il ne faut pas s'imaginer qu'on va perdre Pascal. C'est juste une autre épreuve à passer. Hein. Oh mon Dieu, une chance que la petite n'est pas là. Asseyez-vous, je vais vous offrir quelque chose. Sais-tu, j'ai les nerfs un peu à vif. Je vais aller chercher mes pilules. Ben, dites-moi où ils sont, je vais aller chercher pour vous. Non, je sais pas où je les ai mises. J'aime mieux aller les chercher moi-même. Chicaise. Tu as dit que je serais ton enfant? Non, mais ça, c'est seulement si toi tu veux. Est-ce que grand-maman va habiter avec nous comme dans l'autre maison? Non, 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 non. Mais non, grand-maman est trop fatiguée, elle a besoin de se reposer. J'étais trop tannante. Non, elle doit pas être trop tannante. Ben non. Non, c'est autre chose. Moi aussi, je suis fatiguée. Ah oui? Bon, ben regarde. Tu vas te coller, puis moi, je vais te bercer tranquillement. Gisèle est inconsciente. Mais voyons, il n'y a pas 2 minutes, elle était sur ses jambes. Oui, pourriez-vous envoyer une ambulance, s'il vous plaît, au 44-32 Fayard? Oui, ma belle-mère était consciente. Elle a pris des comprimés. Je sais pas, des calmants, des somnifères, je ne sais pas. C'est assez extraordinaire. Je l'aime assez, tu peux pas savoir. Ah, j'aurais jamais pu m'imaginer être aussi privilégié. T'as pas peur de tout ça? Il me semble que c'est tellement rapide. Hey, Oui? j'ai-tu l'air d'un gars qui a beaucoup de fluide? Non, mais moi, c'est que je pensais que tu étais un célibataire professionnel. Ah oui? Oui, oui. Tu sais que j'ai attendu, là, des semaines avant que tu me rappelles. Après notre rencontre, mon vernissage. Maman, Quoi? tu réalises tous mes rêves. J'ai vraiment pas le goût de me sauver. Saute pas d'étape, là. Maman, Quoi? laisse-moi t'aimer, là. Ouais. Puis on va devenir invincible. Puis plus rien va nous faire peur. À 22h30, le Grand Blond reçoit Bruni Surin. Dans un moment, le bilan de l'actualité. Une femme de rêve. La conclusion ce jeudi 20h. Avec Pierre Bruno depuis 25 ans. Bravo, Pierre, pour ces 25 années de direct par surcroît. Je sais ce que ça demande comme effort. Chapeau. L'histoire continue au TVA 17h. TVA, le meilleur de l'information. Jeudi 6 décembre, un drame terrible à Alma, au Lac-Saint-Jean. Un incendie qui a fait 3 morts la nuit dernière dans une maison de chambre. Le feu qui s'est déclaré au beau milieu de la nuit après que les occupants des étages supérieurs aient entendu une explosion. Les pompiers qui ont été appelés sur place ont réussi à maîtriser le brasier assez rapidement, mais ce n'est qu'une fois à l'intérieur qu'ils ont découvert les corps des 3 hommes au sous-sol. Il s'agit de 2 frères de 41 et 50 ans et d'un étudiant de 21 ans. Une femme et 2 adolescents qui étaient à l'étage ont pu sortir à temps et un 4e chambreur avait eu la bonne idée d'aller dormir chez sa copine, ce qui lui a littéralement sauvé la vie. Bonjour Caroline. Bonjour Sophie. Un autre accident de travail? Oui, c'est ça. C'est survenu en fait à Sainte-Thérèse ce matin, Sophie. C'est un triplex qui s'est effondré sur des ouvriers. Il y en a au moins 4 qui s'en sont sortis indemnes, 3 qui seraient toujours à l'intérieur des décombres. Alors on fera le point un peu plus tard. Un, entre autres, qui serait en très mauvais état.
Alors, on aura aussi plus de détails. Aujourd'hui également, c'est un triste anniversaire. Hein. Il y a 12 ans, 14 jeunes femmes étaient tuées dans la tragédie de Polytechnique à Montréal. Marc Lépine avait ouvert le feu sur ses victimes parce qu'il reprochait aux femmes d'avoir pris sa place à la faculté de génie. Évidemment, comme c'est l'habitude, il y aura des cérémonies un peu partout aujourd'hui pour célébrer, donc plutôt se rappeler de ce triste événement. Alors, nous, on y reviendra également. Et puis, à 12h30, dans la Mire, François Paradis, on parle de cette enquête plutôt surprenante du Journal de Montréal et qui démontre qu'on peut facilement recevoir des soins de santé avec la carte d'assurance maladie de quelqu'un d'autre et même s'il y a une photo sur la carte. Et même s'il y a une photo de femme, et qu'on est un homme. C'est quand même assez spécial. 15 octobre 92, ça avait été mis sur pied tout ça par Marc-Yvan Côté, on s'en rappellera. Donc, c'était pour éviter la fraude que d'avoir sa photo sur la carte Soleil. On est en train de se rendre compte que c'est inefficace comme moyen de contrôle. Mais là, la question qu'on peut se poser, c'est que, on le sait, là, c'est sorti dans les quotidiens, on aura le journaliste, on en parlera. Ça veut dire que, normalement, ce matin, on a resserré les filets, les mailles du filet. Petit extrait, si on est en mesure de vous le présenter, regardez ça. Faut voir un médecin. Mais j'ai pas de carte de l'hôpital encore. Oui? Non. Karine, Champagne. Oui. Merci beaucoup. OK, merci. Ça a marché ou pas? Là, vous ne le savez pas tout à fait, hein? Vous ne le saurez pas avant l'émission. On a retenté l'expérience ce matin à certains des endroits cités dans l'enquête. Et là, je vous donne tous les résultats à 12h30. On fera le point là-dessus, entre autres choses, à notre émission Dans la Mire ce midi. Merci François, vous regardez à 12h30. Ils sont vraiment rapides sur la gâchette, nos collègues de Dans la Mire, hein, franchement. Il y a la RAMQ ce matin qui donnait une conférence de presse qui disait que ça, c'est vraiment le premier filet à l'accueil et puis qu'après, ça se resserre. En tout cas, on va en parler avec le journaliste qui a mené l'enquête au Journal de Montréal. Vous savez que cette carte avec photo, hein, Caroline, qui est en vigueur depuis 92, c'est une mesure qui nous a coûté beaucoup de sous. Ça coûte des sous, oui. Oui, des millions de dollars au gouvernement. Donc, on va en parler après avec le journaliste du Journal de Montréal. Bon, on en parle aussi avec la RAMQ parce qu'on est du côté de la RAMQ qu'il y a eu une négligence. Alors, on enquête tout de même sur ces événements. On en parle dans 2 minutes, Sophie. Expérience Swiffer numéro 33. Les linges humides et épais sont fin prêts pour le défi nettoyage. Arrive le stimulus vivant couvert de boue. Le sujet réagit bien. La nouvelle méthode d'épilation laser Derma Soleil. Sinon impossible de se replacer. Le Bloc québécois a décidé de les supporter dans leur cause. Le groupe sera notamment reçu au cabinet de la ministre responsable des Ressources humaines, Jane Stewart. Les citoyens des secteurs de Saint-Louis-de-France, Sainte-Marthe-du-Cap et Pointe-du-Lac n'ont pas à s'inquiéter à propos de la surtaxe à l'immatriculation de 30 $. Il n'est pas question pour Québec de leur réimposer ce fardeau tant que leur secteur ne sera pas desservi par le transport en commun. Cette exemption vaudra même si à partir du 1er janvier prochain, ces citoyens feront partie de Trois-Rivières qui, elles, bénéficient du service d'autobus. Le député de Champlain, Yves Beaumier, indique que cette garantie figure maintenant dans un texte de loi. L'industrie forestière réagit de façon très mitigée au projet d'entente entre Québec et Washington à propos du bois d'œuvre. La province propose de céder aux enchères les droits de coupe de la forêt publique. La compagnie Crête et Fils ne sait trop pour l'instant ce qu'il faut en penser. Le principe est peut-être pas mauvais, mais il y a une foule d'éléments que tant aussi longtemps qu'ils ne sont pas clarifiés, puis que la règle du jeu n'est pas clairement établie, mais ça peut porter, ça pourrait porter un préjudice. Alors, ce serait très téméraire de dire que la position du ministre est excellente ou est mauvaise au moment où on se parle. Guy-Robert Fontaine se retire des projets de condominium du Belvédère et de la Halte 40 du côté de Cap-de-la-Madeleine. Il a accepté hier après-midi de céder tous ses droits sur ces 2 sites à ses anciens partenaires, 3 hommes d'affaires de la région de Montréal. Fait enquête et ça fait partie de nos sujets aujourd'hui à Dans la Mire.
voir un médecin, mais j'ai pas de carte de l'hôpital encore. La photo sur la carte soleil, un instrument de contrôle inefficace. Les talibans sur le point de se rendre, c'est pas encore la fête, c'est les Afghans de chez nous. Allô, madame, monsieur, bienvenue à Dans la Mire. On a une carte soleil. Celle que j'ai ici n'est pas la mienne. On m'a demandé de tout cacher parce qu'elle n'aime pas la photo. Vous reconnaissez la personne? Carte soleil. C'est la carte soleil de notre journaliste recherché. Ça dit, montre pas ma photo, montre pas le nom. Ben, vous voyez pas grand-chose, mais il y a le petit soleil, au moins, il est de ce côté-là. Là. Il est là. Carte soleil, maintenant avec photo. Je vous montrerai la mienne, il n'y a pas de problème, je la sortirai. Pour vous dire que normalement, il doit y avoir quelque chose là-dedans de dissuasif vis-à-vis des fraudeurs instauré en 92 par Marc-Yvan Côté. Ça a coûté depuis 92 un bon 100 millions de dollars. Photo que vous devez renouveler aux 4 ans. Eh bien, ce matin, en ouvrant le journal, on se rend compte qu'un journaliste du Journal de Montréal a décidé de faire son enquête et donc de tenter de se présenter dans des centres hospitaliers ou des cliniques sans rendez-vous avec la carte ou des cartes qui ne lui appartiennent pas. Ce journaliste s'appelle Éric-Yvan Lemay. Il est avec nous et on va être en mesure de tenter ensemble de s'expliquer ce qui s'est passé, le pourquoi de l'enquête. Puis là, restez là parce que vous allez voir que nous aussi, on a renchéri ce matin, histoire de voir si, lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a un trou dans le filet, tout bon pêcheur est censé le réparer. Il paraît que le trou il est encore là. On vous explique ça tout à l'heure. Là, je ne veux pas vous en dire trop pour tout de suite. Bonjour, M. Lemay. Bonjour. Vous avez quel âge? 24 ans. Vous avez l'air de 24 ans. Les cartes que vous avez empruntées, c'est peut-être pas des collègues à vous du même âge. Non, c'est des collègues âgés de 28 à 43 ans. Dont des masculins et aussi... Et une femme. Et une femme. Féminine, oui. Vous n'avez rien d'une femme? Non, okay. du tout, non. Ça part comment, l'idée, puis qu'est-ce qui se passe? L'idée est venue il y a à peu près un mois, au moment où est-ce que j'ai renouvelé ma carte d'assurance maladie. L'idée qu'on pouvait peut-être passer avec la carte de quelqu'un d'autre. Et finalement, on a décidé d'aller tenter l'expérience, de se présenter, premièrement à l'hôpital L'Hôtel-Dieu. C'était le premier endroit où est-ce qu'on s'est présenté, avec la carte d'un collègue. Et bon, par la suite, on a visité 6 hôpitaux et 5 cliniques là, avec 6 cartes différentes. Alors, là, vous vous présentez, bon, manteau, tout ça, mais il y a pas... Vous êtes tel que vous êtes maintenant, tel que les gens vous voient. Vous arrivez à une carte, par exemple, vous auriez présenté la mienne. Là, j'ai ma photo, je vais vous la montrer. C'est ma carte, vous auriez pu prendre la mienne. Exactement. Manifestement, madame, monsieur, si vous regardez ma photo versus monsieur Lemay, ça ne se ressemble pas du tout. Hein? Je vous la montre où? Je vous la montre ici, voilà. Alors, vous voyez, ça ressemble... Et ça aurait... Normalement, ça n'aurait pas dû passer. C'était votre prétention de voir si ça allait passer ou pas, en principe. On voulait vérifier l'efficacité. On voulait voir si les photos qui avaient été apposées étaient une mesure efficace pour éviter d'utiliser la carte peut-être frauduleusement, ou en tout cas de recevoir des soins sous le nom d'une autre personne. Mais il ne semble pas que la photo ait une grande efficacité à la lumière de ce qu'on a pu constater là, dans les endroits où on s'est présenté. OK. Racontez-moi comment ça se passe quand vous arrivez. Bien, on se présente. Je me présente. Je prétexte des mots de vente qui durent depuis environ une semaine. Et, dans certains endroits, je dois passer à une infirmière du triage, ce qu'on appelle le triage, qui me pose quelques questions sur mon état de santé, me demande ma carte d'assurance maladie. Et, par la suite, je dois passer à l'inscription pour ma carte d'hôpital. Et, une fois que j'ai ma carte d'hôpital, je peux recevoir une consultation du médecin là, qui est à l'urgence. Mais on vous dit quoi, là? Comment ça se passe? Regarde. Et l'inconscience écologique, parce que pour moi, c'est dramatique ce qu'on fait, et j'ai pas toujours pensé ça, mais ce qu'on fait de notre planète et ce qu'on va léguer à nos enfants et petits-enfants, les cheveux me dressent sur la tête quand j'y... C'est quand tu réalises, par exemple, que au rythme où vont les choses, dans 8-10 ans, tu aurais fait un maudit poisson que tu vas être capable de manger, mais on va se nourrir comment? Tu comprends? Alors, pour moi, l'inconscience écologique, là, c'est un péché capital, puis un énorme péché capital. Et l'inconscience sociale, dont j'en ajoute 2. Là, là j'en ajoute un, moi. Oui. L'intolérance. L'intolérance.
qui est avec l'extrémisme un peu. Oui, mais encore, c'est encore plus pointu, l'intolérance. C'est encore plus, je change de mot, je change de péché. D'après moi, c'est le pire de tout, ça mène à la guerre. Avez-vous remarqué, Claire, que quand on pense d'ajouter des péchés, et c'est là, je pense que les choses sont en train d'évoluer, ont beaucoup évolué, on y pense toujours en fonction de péchés ou de défauts qui font mal à la collectivité. Alors que si tu regardes les vieux péchés capitaux, ils pouvaient faire mal à un individu ou à quelques individus, mais tu n'avais pas cette espèce de notion collective. Et c'est peut-être pour ça qu'au lieu de se promener puis de continuer de parler contre l'avortement, le pape Jean-Paul II aurait peut-être intérêt à réfléchir puis à faire une nouvelle liste de péchés capitaux. Ça rendrait service à tout le monde. Oui, mais je suis persuadée aussi que si on avait eu cette discussion-là avec à le la pape, fin du mois avec le pape mais si on avait eu cette discussion-là à la fin du mois d'août, avant les événements de septembre, elle ne serait pas colorée comme elle l'est présentement. Mais moi, je n'aurais pas changé d'idée. Non? Vous auriez parlé aussi d'intolérance sociale. Parce que je me dis, les événements du 11 septembre nous ont fait bondir en plein visage le fait moi, j'aurais parlé d'inconscience sociale parce que je me dis, les inégalités, au lieu de s'amenuiser, deviennent de plus en plus grandes et je rêve du jour où ça va péter parce que ça n'a aucun bon sens de voir la richesse complètement concentrée entre les mains d'un petit groupe et le reste de l'univers qui mange de la marde. Ça peut pas continuer comme ça. Et je souhaite que ça pète le plus vite possible parce que j'aimerais ça le voir. On a deux nouveaux J'aimerais ça le voir. Non, mais écoute, deux nouveaux communistes. Je regarde comme Bill Gates. Là. Je parle de Bill Gates, mais c'est un exemple. Qu'est-ce qu'on a à dire que c'est un être merveilleux? Que tous les premiers ministres reçoivent. Oui, c'est comme le jackpot. C'est dégueulasse. Mais ça n'a pas de bon sens. C'est quoi l'idée de dire que lui, c'est l'être qui a... C'est ça la réussite. C'est ça, réussir. C'est notre modèle. Je vais vous arrêter, on va faire une courte pause et je reviens après parce que on parle de péchés sociaux, de péchés... on a l'air d'avoir une perspective très globale. Et je me dis, dans notre vie de tous les jours, là, est-ce que ça veut dire que... Parce qu'il y a une espèce de constat d'impuissance là-dedans aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est Guy Fournier dit, je rêve du jour où ça va péter. Ben oui, mais... moi, j'essaie d'y contribuer. Oui, ben c'est ça. Ça va être le fun de voir comment, au quotidien, on s'arrange avec ça. Puis si je pouvais donner de l'argent pour que ça pète plus vite, je le ferais. Alors, comment on fait au quotidien pour que ça change? Ouais, c'est ça. On s'arrête là-dessus, on va revenir après ces quelques messages. On parle des péchés capitaux aujourd'hui. On a repris la liste des 7 péchés capitaux tels qu'on les a appris quand on était jeune et on a ajouté des choses. Alors, à l'ancienne liste, ben c'est ça. Pourriez-vous nommer les 7 péchés capitaux? On a essayé de faire l'exercice. Il y en a qu'on a exclus là-dedans. On a exclu, entre autres, la gourmandise et la luxure. Et vous avez fait vos propres ajouts. Dans ce que vous avez ajouté, il y avait abus de pouvoir, intolérance et inconscience sociale. On se disait tous les 4 tout à l'heure que ce sont des péchés plus sociaux. Est-ce que ça veut dire dans votre vie de tous les jours, Francis, par exemple, que il n'y a plus de péché, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça, nous autres? Ou si ça nous décharge de toute... Mais non, non, c'est parce qu'une conscience sociale où on peut faire quelque chose, c'est évident. De toute façon, le simple fait d'essayer d'être responsable en ce sens-là, puis d'agir en étant en accord avec ça, ça a une influence. Autrement dit, en le faisant, puis l'autre le fait, puis l'autre le fait, c'est comme ça qu'éventuellement une société va changer. Et c'est de croire qu'effectivement, c'est de croire en une communauté, en une collectivité. C'est sûr que tu ne crois pas à ça, puis tu penses que c'est je fais mes affaires, je réussis ma vie, puis je me fous du reste, ça ne marchera jamais. Et c'est ça que je pense qu'en acceptant de réfléchir socialement, puis de dire que chacun pose ses réflexions, bien, inévitablement, dans 15 ans, 20 ans, ou l'autre génération qui suit va arriver avec ces différences-là. Imaginons-nous que dans les écoles, au lieu si on martelait chez les enfants la nécessité d'avoir une conscience sociale, comme on a martelé les péchés
dans le temps où j'étais. Ben, moi, je me dis, tu changerais beaucoup de choses et rapidement parce que tu changerais des mentalités. Puis ce qui est intéressant avec la religion qui a lâché prise, c'est qu'on a récupéré, nous les êtres humains, la capacité de se forger nos propres valeurs, notre propre schéma de vie. Donc, cette forme d'individualité ou d'individualisme est nécessaire et c'est à ce moment-là qu'on peut, dans notre jardin, dans notre terrain, tout en étant un collectif, appliquer des valeurs qui nous sont propres, qui sont dans chaque demeure, dans chaque tradition, dans chaque pays importante. Alors, je trouve que s'il y a eu quelque chose de bon dans l'abandon, entre autres, des dogmes religieux, c'est que ça a permis à l'individu de retrouver une conscience personnelle de ce qui était important pour lui. Questionnable toujours, parce que notre liberté se termine là au début de celle de l'autre. Mais quand même, ça me semble un ajout important, comme adulte en l'an 2000, en tout cas. Et qu'est-ce que vous martelez, vous, pour vos propres enfants? Qu'est-ce qui, dans la maison, est répété comme étant quelque chose d'important et... La justice, j'ai 2 garçons, donc forcément 2 poids. Chez nous, il n'y a pas 2 poids, 2 mesures. C'est comme ça. C'est quelque chose avec lesquels mes garçons ont beaucoup de difficultés. Ils sont très... S'il y a 2 clémentines, je veux 2 clémentines. Il ne faut pas venir fou non plus. Mais moi, chez nous, c'est la justice. Il faut que ce soit juste pour tout le monde. Ouais. Alors, à partir de ce soir, pour vous 3, luxure, gourmandise... À soir, on part. On part. Paresse, il n'y a pas de problème là-dessus. Non. Mais la luxure, ça fait longtemps qu'on est parti. Qu'on a réglé c'est ça, on est en marche. Ouais. Et qu'on a été d'accord. On est fatigué. On est fatigué. Oui, j'ai cru comprendre, Guy, que plusieurs fois par jour, pour vous... c'est devenu difficile. mais c'est tout là. On s'arrête là-dessus. Merci beaucoup à vous 3 d'avoir été avec nous aujourd'hui. Oui. Et puis, on se retrouve demain pour une autre émission. À bientôt. Gardez l'antenne. Dans un moment, un bulletin complet des nouvelles d'ici et d'ailleurs au TVA avec Pierre Bruno. Si vous désirez assister à notre émission, composez le 514-790-CLAIR. Pour des informations sur nos émissions à venir ou pour des commentaires et suggestions, visitez notre site Internet sur le site TVA. Un des amis qui nous rapporte un peu les propos des victimes que les victimes tenaient quant à ces voyages qu'elles faisaient sur ces chaloupes. Oui. C'est ça qui me dit que le bateau, il voit que le courant est trop fort, il bougeait pas mal. Est-ce qu'ils avaient peur de venir travailler ici? Bon, ils ont dit qu'ils font beaucoup attention. C'est ça qu'il me dit, mais ça prend nos chances. Juste avant de continuer, peut-être vous mentionner également que des proches d'une des victimes nous ont mentionné que pas plus tard que samedi dernier, la victime en question aurait mentionné à sa famille qu'elle avait eu peur. Au fait de se faire une carte d'hôpital également, avec des cartes qui n'étaient pas celles de celui qui les présente. Encore ce matin, on arrive avec le même résultat. Normalement, qu'est-ce qui aurait dû se passer si on suit vos instructions à la lettre? Quand on présente une carte qui manifestement n'est pas la nôtre, que la photo ne correspond pas, qu'auraient dû faire les employés du réseau? On aurait dû demander à la personne de payer les soins. Et on ne l'a pas fait. Il y a faute? À ce moment-là, on remet à la personne ce qu'on appelle une demande de remboursement et cette personne-là doit s'adresser à la régie pour obtenir remboursement. Et on ne l'a pas fait. Il y a eu faute? Bon, écoutez, il y a eu faute. On en était, je pense, à la première étape. Je pense pas que les 11 cas que vous citiez, ces gens-là ont tous rencontré un professionnel de la santé, là. Ben, il y en a au moins 2, monsieur Saint-Pierre. C'était une autre étape et je vous répète que la RAMQ, on a des systèmes et des services dont c'est la responsabilité de faire les vérifications qui s'imposent. On a un service d'enquête, un service de recouvrement. Et, on resserrera les mailles du filet, peut-être. Parce que ce matin, on a répété l'expérience. Vous resserrez éventuellement les mailles du filet, j'espère. Bon. Hein? On a un dossier, là, qui est vous en avez probablement entendu parler, le dossier de la carte microprocesseur, le dossier de la carte santé. La carte à puce. Oui. Le gouvernement a autorisé la RAMQ à procéder à la première étape, à l'analyse, je dirais, préliminaire de ce dossier-là. Et normalement,
si tout va bien là, dans la planification actuelle, en 2003, il devrait y avoir une carte à puce qui soit délivrée là, à l'ensemble des citoyens et des citoyennes du Québec. Merci, M. Saint-Pierre. Au revoir. Merci. Au revoir, M. Saint-Pierre, de la Régie d'assurance maladie du Québec. À mes côtés, Marie Pelchat, les porte-parole de la coalition Santé-Solidarité. Bonjour, Mme Pelchat. Bonjour. Qu'on ait répété l'expérience ce matin et que ça ait fonctionné, est-ce que ça vous étonne? Non. Donc, c'est pas vraiment... Ça sert à pas grand-chose que cette petite photo. Sinon que de voir si on a changé au fil des ans. Donc, qu'on arrive à des résultats comme ça, c'est pas étonnant. OK. Mais c'est pas scandalisant non plus. Bon, pas étonnant, pas scandalisant. Jean-Marc Fournier, porte-parole de l'opposition. Évidemment, on le rejoint du côté des Bonjour, M. Fournier. Bonjour. Scandalisé, étonné de votre côté, si ici on dit, ben, coudonc, c'est comme ça. Bien, inquiétant, parce que, d'avoir l'accès à une carte d'hôpital, finalement, c'est un dossier vierge. S'il va se constituer au fil des consultations, là où c'est inquiétant, c'est que vous avez la possibilité par la suite de charger pour un soin que vous ne méritez pas, parce que la question fondamentale, c'est l'usage déviant d'une carte. Et si c'est déviant pour obtenir une carte d'hôpital, peut-être que ça peut être utilisé à d'autres fins, dont une facturation illégale. Bon, OK, alors, permettez-moi, je vais faire parce que là, mon invité ne vous a pas entendu, puis c'est important, parce qu'il va y avoir un échange. M. Fournier s'inquiète du fait qu'on puisse, à ce moment-là, à travers un processus comme celui-là, surfacturer, surcharger et faire en sorte que ça coûte plus cher à notre réseau. C'est ça, M. Fournier, je le simplifie, là, c'est à peu près ça. Ben là, vous ajoutez un petit peu, mais essentiellement, ce que je veux dire, c'est que c'est possible à quelqu'un qui sera doté d'une carte d'hôpital auquel il n'avait pas droit parce qu'il a utilisé une mauvaise carte d'assurance maladie, d'utiliser par la suite son assurance maladie pour charger au nom de quelqu'un d'autre qui peut-être n'avait pas le droit. Il y a des gens, je sais pas, un Américain qui pourrait profiter d'une carte comme celle-là. Enfin, je mets l'hypothèse, je ne dis pas que ça arrive. Là. OK, l'hypothèse est émise. Réaction? Ben, en fait, moi, je me dis, c'est très, très, très marginal comme phénomène que quelqu'un n'utilise pas sa propre carte d'assurance maladie. Il ne faudrait pas non plus tomber dans la démesure et penser qu'on a joué à échanger nos cartes d'assurance maladie pour faire des tests. Là. Généralement, chaque personne a sa propre carte. D'autre part, pour la facturation des médecins, à la minute où notre numéro de la carte est enregistré dans notre dossier médical, il peut y avoir facturation, parce que ça se fait électroniquement, là, par voie informatique. Il peut y avoir facturation pour une consultation que je n'aurais jamais reçue et je ne saurais même pas que le médecin a facturé. Des cas comme ça, la RAMQ en traite chaque année, des cas de surfacturation, où la personne n'a jamais reçu le service. Donc, l'existence de la carte ou pas n'est pas l'exclusive garantie qu'on paie juste les services reçus. Bon, globalement, M. Fournier, Mme Pelchat, est-ce qu'on est en train de se dire que la photo, au départ, instaurée par Marc-Yvan Côté, M. Fournier, c'est un collègue à vous, ça, instaurée donc pour faire en sorte qu'il y ait moins de fraudeurs, ça fait son temps, il faut maintenant passer à autre chose, parce que manifestement, on ne va pas hésiter à soigner quelqu'un qui perd du sang sous prétexte que la photo ne ressemble peut-être plus. C'est la dernière chose qu'on voudrait, que la porte d'entrée soit fermée et qu'on n'ait pas accès aux services. Les gens, quand ils sont malades, puis ils veulent être servis. Alors ça, c'est clair que c'est ce qu'il faut favoriser. Mme Pelchat disait quelque chose de tout à fait juste tantôt. On sait combien les établissements de santé ont été coupés au cours des dernières années. Il n'y a plus de gras, on est rendu à l'os, mais l'os, c'est rendu que la porte d'entrée elle-même a des problèmes. C'est pas que la photo ne marche pas, c'est que les gens ne la regardent pas. Et pourtant, c'est une des premières étapes de procédure qui doit être regardée. Mais il y a un message pour le gouvernement là-dedans. Là. Et c'est rendu jusqu'à la porte d'entrée. Les coupures ont fait leur effet, si je peux dire, et c'est de plus en plus chaotique. Par ailleurs, il faut se projeter dans l'avenir. Votre représentant de la RAMQ parlait de la carte à puce. Pensons-y 2 minutes, là. Qu'est-ce qui va être fait avec la carte à puce? Vous savez qu'il y a des mesures confidentielles qui vont être contenues là-dedans. Et juste pour terminer, si vous me permettez, il y a M. Trudel qui a reporté le projet de la carte à puce. On a un article du journal dans lequel il nous dit que le projet est reporté parce que M. Trudel a omis de soumettre à la commission d'accès le projet de loi en préparation. Alors, il faut que la commission d'accès, la protection des renseignements confidentiels soit au cœur de ce projet de carte à puce. Avoir moins de cartes d'hôpital, d'accord, mais qu'on protège de la confidentialité. OK, reste que, puis je termine là-dessus, M. Fournier, et je mets ça à votre connaissance, si vous le savez déjà, dans la mesure où on se dit qu'on n'a pas le temps de regarder les photos, puis qu'il vaut mieux soigner que de perdre du temps à ça nous coûte quand même 100 000 par année, puis ça coûte de l'argent pour la renouveler. Peut-être qu'on dépense pour rien non plus, c'est de la gestion serrée aussi. Ah ben de toute façon, vous le savez que le gros problème, c'est la planification, le sous-financement, et ça, j'espère que le gouvernement va finir par le comprendre. Merci, M. Fournier. Je vous en prie. Carte à puce? Non. Non.
Parce que c'est pas parce qu'il y a une puce informatique dans laquelle on emmagasine l'information me concernant que ça règle le problème. Le problème aurait été entier avec ou sans carte à puce. Vous avez l'air d'une pinte de lait sur votre carte, vous avez dit. Ah, tout à fait. Ils reprennent la photo dans combien de temps? Bientôt, j'espère. Ça va vous coûter entre 8 et 15 piastres, je ne sais pas trop. Merci, Mme Pelchat. Merci beaucoup. On s'arrête là-dessus au retour. Grosse nouvelle sur la scène internationale. Ça faisait 20 ans que ça se tapait dessus, là. Tout le dossier afghan. Eh ben voilà qu'on est sur le point, du côté des talibans, de donner la ville, de se rendre. On s'explique ce qui se passe et on se rappelle des gens qu'on avait reçus il n'y a pas bien longtemps et qu'on recevra à nouveau après la pause. Combattre les signes du vieillissement, oui, mais en les ciblant. Voici le nouveau Revitalift de L'Oréal, avec la technologie des nanosomes de Proretinol A et Parelastil. Visez juste. Avec son action encore plus ciblée, le nouveau Revitalift agit directement sur l'épiderme. Revitalift réduit l'apparence des rides et renforce l'élasticité. Sa formule hydratante rend la peau visiblement plus lisse, plus ferme. Visez juste et combattez les signes du vieillissement. Nouvelle technologie des nanosomes de Revitalift, seulement de L'Oréal Paris. Parce que je le vaux bien. Le centre de liquidation Jeans Depot ferme ses portes. Toute marchandise mode familiale doit être liquidée d'ici le 23 décembre. Moins de 20 jours pour profiter de rabais extrêmes sur près d'1 million de dollars d'inventaire. 30 000 pieds carrés de jaquettes, wattés, jeans, polars, chemises, ensemble pour dames, salopettes, tricots, jupes, t-shirts, foulards, mitaines, robes, cargos et plus encore. Faut le voir pour le croire et ça se passe à une seule adresse. 600 Saint-Maurice, Trois-Rivières, dans l'ancien local Ménard, voisin de Super C. Le centre de liquidation Jeans Depot ferme ses portes. Profitez-en dès aujourd'hui. Centre informatique Micromédica. Solution performante pour particuliers, gens d'affaires et entreprises. Micromédica. Solution en technologie de l'information. Micromédica. Solution réseautique certifiée. Micromédica. Solution web complète. Centre informatique Micromédica, rue Corbeil, Trois-Rivières-Ouest. Pourquoi Corbeil? Parce que le spécialiste vous propose le défi du meilleur prix. Pourquoi Corbeil? À cause de sa vaste sélection de plus de 600 électroménagers. Pourquoi Corbeil? À cause de son choix impressionnant de marques prestigieuses et bien plus encore. Pourquoi Corbeil? Parce que vous avez la chance de piger jusqu'à 500 $ de rabais sur nos produits Whirlpool et KitchenAid. Le spécialiste de l'électroménager, c'est Corbeil. Boulevard des Récollets, Trois-Rivières. Cham Télé 8 et la vie en Mauricie vous invitent à la détente en participant à la promotion Prenez la vie relax. Jusqu'au 10 décembre, écrivez-nous à la vie en Mauricie. Et à chaque jour, courez la chance de gagner une journée pour 2 personnes au centre de santé Godefroy. Sans oublier le grand prix, un forfait 3 jours de nuit pour 2 personnes au Hilton Lac-Lémy de Hull et des soins au centre de santé à Mérispa attribués le 10 décembre parmi tous les participants. Prenez la vie relax, une invitation de Chem et de la vie en Mauricie. Pour l'automne, il n'y a qu'une valeur sûre, le roi mauricien des habits. Pour des tenues sportives, un style décontracté et de vrais rabais. C'est le roi mauricien. Oui, je me sens absolument libre de dire tout ce que je pense et j'en assume les conséquences. Personnellement, moi, je me sens pas très libre de dire tout ce que je pense. Il y a des sujets que, oui, on peut dire qu'est-ce qu'on pense, mais il y a d'autres choses, je pense qu'il faut garder ça pour nous parce que c'est plus tabou comme sujet. Si je me sens libre de dire tout ce que je veux quand je jeune, puis des fois... Puis moi, non seulement parce que je suis artiste aussi, c'est sûr que moi, je m'exprime par mes chansons, puis n'importe quelle façon, peut-être qu'on est plus visé. Mais oui et non. Pas tout à fait sûr. Hein? Ça dépend de qui m'entoure. On n'est pas toujours libre de dire tout ce qu'on veut. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, peut-être. Ce matin, Nathalie Petrovski s'insurge dans la presse contre la censure. Bon, deux événements, il y en a plusieurs, là, mais 2 événements qui ressortent dans son texte. D'abord, le premier, la propriétaire de la librairie Chapters, Mme Rice Smith, a retiré
des tablettes et refuse de vendre le Mein Kampf qui relate la pensée d'Adolf Hitler, un livre qui est en vente depuis à peu près 40 ans quand même. Et à la bibliothèque de Hall, on a retiré aussi des tablettes des bandes dessinées pour adultes parce qu'une abonnée a dit que c'était offensant pour les femmes, bandes dessinées qui étaient là depuis 15 ans. Alors, dans un monde qui se veut, encore une fois, de plus en plus correct et qui a peur de la controverse, la question qu'on se pose et que je vous pose à la maison, vous sentez-vous libre de dire ce que vous pensez? Pour en discuter, mes invités, M. Julius Gray, maître Julius Gray, je devrais dire, avocat senior chez Gray Casgrain, professeur à McGill. Bonjour. Bonjour. Cécile Rousseau. Cécile, vous êtes psychiatre, Hôpital de Montréal pour enfants. Bonjour. Bonjour. Claude Jasmin, auteur. Bonjour, Claude. Bonjour. Michel Bassin, directrice des relations gouvernementales au Festival Juste pour rire. Bonjour, Michel. Bonjour. Nathalie Collard, journaliste de la presse et co-auteur du livre Interdit aux femmes. Et aussi, vous avez signé avec le film Bad Girl. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Et Maxime Martin, humoriste. Wow, c'est moi qui ai le titre le plus court. Oui. Ben non, mais Claude Jasmin n'est pas pire auteur. Écoutez, je vous la pose la question. Je vais commencer par vous, Michel. Est-ce que vous avez été en relations publiques toute votre vie, vous avez fait de la politique, vous avez écrit aussi des textes pour, d'ailleurs, la série Monsieur le ministre. Bon, et vous êtes au Festival Juste pour rire. Est-ce que vous vous sentez libre de dire tout ce que vous pensez? Je me sens libre de dire tout ce que je pense, mais quand, ça dépend où et quand. C'est pas constant. Donc, vous sentez pas libre? Non. Ben oui, non, ça dépend, là. Si je me prends personnellement, qu'est-ce que je pense, moi? Oui, je me sens libre de dire tout ce que je pense. Quand je porte le chapeau, directrice des relations gouvernementales au Festival Juste pour rire, je suis pas constamment libre. Moi, je travaille avec les gouvernements, alors je peux pas toujours dire ce que je pense. Est-ce que c'est ça aussi, Nathalie? Est-ce que c'est... il y a un côté professionnel, il y a un côté personnel. Est-ce que vous vous sentez libre? Bien, c'est un peu la même chose, dans le sens que moi, je suis journaliste à la presse. Alors, en tant que journaliste à la presse, il y a des choses que je peux pas dire. Pas des choses que je peux pas dire, mais il y a une diplomatie, je pense, à avoir. Puis il y a des règles à respecter, des règles qui sont pas écrites, là, des règles non dites, là, mais on sait les limites là, de jusqu'où on peut aller ou pas. Mais je me sens pas brimée, là, par exemple. Je pense que mes opinions, je les défends. Est-ce qu'il y a plus de limites, là? Vous avez écrit, vous avez, bon, aujourd'hui qu'avant. Je peux-tu commencer par une farce? C'est un club pour intellectuels. Alors, un bonhomme s'approche, frappe à la porte. L'huissier, il dit, oui, est-ce que vous êtes un intellectuel? Ici, c'est un club pour intellectuels. L'homme dit, il faudrait définir le terme, il dit rentrer. Faites partie du club. Si je dis, je suis pour la censure... Ça, il va leur prendre, Maxime, là. Si je dis, je suis contre la censure, quoique... Là, déjà, on commence à nuancer. Oui. Alors, je suis un peu comme vous deux. On ne sait pas trop quoi répondre. Est-ce que vous vous sentez libre? Vous posez, Lisa, ce matin, une question brutale. Tu sais. Oui, bien là, pour ça... Personne n'est capable de répondre oui, non. Mais sans nuance, là, vous, hein, on vous connaît pour votre franc-parler. Oui. Hein, à la radio, un peu partout. Avec des fois, avec certains reculs, puis tout ça, est-ce que vous vous sentez libre aujourd'hui, 2000, avec les événements qui sont arrivés, avec, bon, on dirait qu'on a de plus en plus peur de la controverse aussi. Des débats sociaux. Il me semble que... Ben, ça m'a coûté cher de dire tout ce que je pensais. Et rendu à mon grand âge, vous verrez, jeune homme. Alors, je sais déjà, ça coûte cher de dire ce qu'on pense. Quand vous aurez 70 ans et que vous serez comme moi entouré d'adversaires, vous allez lâcher la patate un peu. Je vous avoue que je fais plus attention, oui. Parce qu'à 30 ans, à 40 ans, je disais ce que je pensais, schlac. Alors là, je voyais que des ennemis, parfois pas seulement des adversaires, mais des ennemis, restaient des ennemis farouches pendant une décennie parce que j'avais dit un mot de trop. Je vous avoue que grand-papa Jasmin, maintenant, il fait attention. Il s'est calmé, le grand. Pépé s'est calmé, peut-être. Oui, c'est assez. Julius? Moi, je dis ce que je pense, mais je sais que ça peut être dangereux. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question. N'avez-vous pas peur de dire des choses comme ça? C'est mon style, mon idée, que je dois être complètement libre. Je pense que dans notre société, les gens se sentent opprimés, font très attention. C'est une société compétitive qui garde les comptes très longtemps. Il y a de plus en plus de gens qui décident de se taire sur certains sujets. Maintenant, pour chaque personne, dans chaque milieu, il y a certains sujets Donne-moi un exemple. Si vous voulez discuter franchement sur la question du Moyen-Orient, vous devez faire attention si vous tombez dans un certain milieu. Si vous voulez dire des choses concernant les origines sociales
du problème en Afghanistan, que ce n'est pas tout simplement, comme a dit le président Bush, un incident de quelques méchants qui l'ont fait, qu'il y a par exemple la pauvreté, l'injustice. Il faut faire très attention dans certains milieux parce que les gens se fâchent si on attribue une idée sociale derrière tout ça. Maintenant, sur les questions des femmes, des autochtones, des différents groupes ethniques qui sont tous très sensibles, chaque groupe ethnique croit fermement dans la liberté d'expression, sauf quand ce groupe-là est impliqué. Là, il croit plus du tout. Sur les questions de langue, ça c'est très drôle parce que moi, j'ai eu le plaisir d'être hué par les partitionnistes dans une réunion, dans un hôtel où je pensais ne pas en sortir parce que je leur ai dit qu'il y avait certaines vérités au Québec auxquelles ils devraient faire face. Et bien sûr, j'ai dit le contraire, j'ai contesté la loi 101 dans ces partis. Il y a certains milieux où il faut faire attention dans un sens ou dans l'autre. Je pense que c'est un peu pire du côté anglophone où il y a plus d'unanimité. Je dirais, ce qui est toujours dangereux, c'est les sujets où il règne une certaine unanimité dans un milieu. Quand il y a cette unanimité, il est dangereux de s'élever et de leur dire « Non, mais vous avez absolument tort. » Oui, mais Maître Gray, dans certains milieux, par exemple, tout le monde est contre la pédophilie. Vous ne pouvez pas vous lever et dire « Moi, je suis pour la pédophilie ». Cette unanimité que vous condamnez n'est pas toujours condamnable. Ou pour le meurtre. Mais s'il y a, par exemple, une unanimité qu'on ne peut pas, par exemple, se permettre même un article en blague sur la pédophilie ou sur le meurtre, qu'on ne peut pas... Un précédent du côté de Québec? Oui, on se rappellera qu'une dame qui travaillait dans un bureau mandataire de la SAC dans la région de Québec a eu une sentence que moi j'ai appelée une sentence bonbon, c'est-à-dire 2 gens perjurés dans la communauté pour lui permettre de faire ses achats de Noël, mais elle avait transmis des informations versus le groupe des motards à l'époque, les Rock Machines. Mais dans le cas qui nous concerne, on se rappellera que c'était la suite d'informations que les policiers ont remontées jusqu'à cette dame-là, qui, elle, travaillait pour un bureau de la SAC, mandataire d'un bureau de la SAC, au coin des rues Frontenac et Iberville. L'autre personne qui est accusée, ça serait son conjoint qui aurait transmis des informations aux motards criminels. Mais on se rappellera que dans ce dossier-là, il y a eu quand même 3 personnes qui avaient eu des informations. Bien, il y en a eu 3 qui ont été tuées. Il y en a eu 6 autres qui ont été victimes de tentatives de meurtre. Et parmi ça, il y a le journaliste, notre collègue Michel Auger du Journal de Montréal. Alors, j'ai appris hier, et ça s'est poursuivi depuis quelques jours, qu'on est en train de négocier. Moi, je me rappelle avoir siégé sur le groupe du juge Guy Guérin où on s'était arrêté sur la question du plea bargaining et on avait fait un rapport pour dire qu'il faut qu'il y ait apparence de justice et que malheureusement, il arrive trop souvent qu'il se fait des négociations entre la couronne et la défense. Parce qu'on ne saura jamais, quand une personne décide de plaider coupable, surtout au niveau du milieu criminel, on ne sait pas pour qui cette personne-là travaillait. Souvenons-nous ce qui s'est passé dans l'armurier, hein, des milieux des motards. M. Vézina, au départ, il plaide non coupable, commence son procès, puis à un moment donné, il plaide coupable, il se retrouve avec une sentence de 6 ans. On n'a jamais su qui aurait pu commander les armes qui ont servi au meurtre de Dédé Desjardins ou la tentative de meurtre contre Michel Auger. Alors, dans ce cas-ci, et on a entendu les commentaires du procureur de la Couronne, Maître Randall, qui a dit qu'on est pas mal avancé dans les négociations. Et en arrivant au palais de justice plus tôt aujourd'hui, j'ai appris qu'on est rendu à peu près à 90 %. Alors, on sait que ces gens-là vont revenir devant le tribunal le 17 décembre prochain. Et tu portes à croire qu'ils vont peut-être enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Et à ce moment-là, il y aura une sentence. Et quand on nous dit que les juges ne sont pas liés à la sentence suggérée, regardez les cas. Dans 90 % les juges acceptent ce que la couronne et la défense leur suggèrent. Et ça met fin à toute cette cause-là, hein, il faut le dire aussi. Merci. Exact, ça met fin à la cause. Merci, Claude. Merci, Pierre. 17h30, voici les principales manchettes de ce 4 décembre. D'abord, les corps des 3 travailleurs de la construction qui se sont noyés hier dans les eaux du lac des Deux-Montagnes ont été retrouvés en fin d'après-midi. Cet accident qui a soulevé plusieurs questions quant à la sécurité autour du chantier du pont de l'île aux Tourtes. Et c'est c'est le chemin de la prison pour un couple de la Chine accusé d'avoir maltraité leur bébé d'âge 1 mois. Ça se passait il y a 1 an, l'enfant qui avait été violemment secoué par le père et qui va conserver d'importantes séquelles.
Deuxième journée de bombardement aussi au Proche-Orient. L'armée israélienne qui a de nouveau attaqué des positions palestiniennes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Ces attaques qui ont fait 2 morts et une centaine de blessés. On revient sur notre nouvelle d'hier. Vous savez, les Pères Noël douteux, à cette période-ci de l'année, chaque centre commercial a son Père Noël, mais ils sont malheureusement pas toujours recommandables. On vous révélait hier le cas de ce Père Noël de Québec. Il y avait des antécédents d'agression sexuelle sur des enfants. Et là-dessus, on va joindre tout de suite Nicolas Vigneault à Québec. Bonsoir, Nicolas. Et ce Père Noël qui a encore, dit-on, été actif. Bien voilà, il travaille toujours. Il a pu se trouver du travail ailleurs. Pierre Towison a été congédié par le centre commercial Place Fleur-de-Lys il y a presque un mois maintenant, en fait, dès sa première fin de semaine de travail. Mais voilà, il a œuvré à certains endroits, dont un magasin Zellers de Québec, de Place Fleur-de-Lys d'ailleurs. En fait, la direction avait organisé un souper et Pierre Towison était le Père Noël à cet endroit-là. Il devait même jouer au Père Noël dans un supermarché de Sainte-Anne-de-Beaupré au cours de la fin de semaine, mais la direction a vu le reportage de TVA et a tout simplement décidé d'annuler le contrat avec Pierre Towison. Mais ça nous donne une idée comment c'est facile pour un Père Noël qui a des antécédents judiciaires de se trouver du travail. Et là-dessus, le regroupement des Pères Noël de la région de Québec a une suggestion. Le syndicat des Pères Noël qu'on est en train de former ici. Voici comment tout ça pourrait fonctionner. Voici un porte-parole du regroupement des Pères Noël de la région de Québec. Il y a aussi se joindre à ça une carte plastifiée avec la photo du personnage en civil et non pas en Père Noël, avec l'attestation comme de quoi que cette personne-là a été, que son passé a été fouillé. On peut bien former un syndicat, mais ça ne règle pas tout, hein? Ben, en fait, ça oblige personne à être membre de ce fameux syndicat. Donc, évidemment, tout le monde peut être Père Noël. Et si vous décidez vous-même d'être Père Noël ou peu importe, ben, vous pouvez toujours vous faire embaucher un peu partout. C'est la situation qui prévaut présentement. Ça cause de sérieux problèmes. Évidemment, il faudra y réfléchir, peut-être établir de nouvelles règles. Parce que vous savez, Pierre Towison a pu travailler donc dans un magasin Zellers de Québec hier soir. Et nous avons appris au cours de la journée que les responsables... Is this what photographers mean by double exposure? The girls think this is too divine. Avant même de naître, les jumeaux nous en apprennent beaucoup sur le développement humain. 1/8 des femmes enceintes aux États-Unis le sont de jumeaux. Mais pour chaque couple de jumeaux qui naissent en bonne santé, 10 ou 12 de ces grossesses se terminent par la naissance d'un seul enfant, presque sans aucune trace de l'autre enfant. Environ 3/4 de toutes les conceptions normales subissent un avortement spontané à un moment donné ou à un autre. Les jumeaux ne font pas exception. Le bilan est peut-être légèrement plus lourd dans leur cas. Les jumeaux sont plus susceptibles de souffrir d'anomalies congénitales et de mutations spontanées, la plus étrange étant certainement le fœtus in fetu, qui est la découverte d'un fœtus mort à l'intérieur d'enfants ou d'adultes vivants. Le fœtus in fetu est à la fois un mythe et une utilisation inexacte du terme. C'est une tumeur que l'on appelle un tératome. On peut retrouver dans cette tumeur un os, une dent ou de la peau recouverte de poils. Le cas le plus documenté a eu lieu en 1949 à Philadelphie. On a découvert 5 fœtus dans le cerveau d'une petite fille décédée. C'est probablement des cellules souches qui ont pu générer des tissus différenciés représentant les 3 couches de tissus embryonnaires. La plupart des scientifiques croient que ce phénomène n'est rien de plus que des tumeurs et qu'il n'a rien à voir avec le phénomène de la grossesse multiple. Ces derniers s'intéressent plus aux questions de développement et comportement des jumeaux. Chaque enfant est différent. C'est l'une des choses que nous avons apprises en travaillant avec des familles de multiplés. Malgré que les enfants aient le même âge, qu'ils soient éduqués par les mêmes parents, dans le même milieu, ils se développent différemment. On mesure leur habileté cognitive, leur développement social et émotionnel, leur faculté d'adaptation, de communication et leur fonction motrice. Il semble que les enfants qui grandissent dans un milieu de multiplés aient un léger retard en ce qui concerne le langage parce que souvent, ils développent d'abord une langue à eux. Comme les jumeaux qui finissent les phrases de l'autre. Le lien qui nous relie est exceptionnel. La théorie voulant que les jumeaux aient un langage spécial ne fait pas l'unanimité. La langue jumeau, bien sûr, n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des mots spéciaux.
des phrases et des gestes spéciaux qui se développent au sein d'une même fratrie. Ces enfants communiquent entre eux sans que les autres en soient conscients. Dans la cavité utérine qu'ils partagent, on a pu observer des gestes de l'un vers l'autre qui s'apparentent à la tendresse. Les ressemblances frappantes que l'on attribue à tous les couples de jumeaux ne concernent en fait que les couples de jumeaux identiques. Identiques parce qu'ils proviennent de la division d'un même ovule fécondé. Division qui se produit durant les 2 premières semaines qui suivent la conception. Pour moi, la chose la plus fascinante a été de constater que les liens qui relient les jumeaux identiques se retrouvent à tous les niveaux d'activité. Les jumeaux identiques ont des tracés d'ondes cérébrales presque identiques. Les bébés qui proviennent d'un même ovule ont des habitudes alimentaires, des cycles de sommeil et des comportements très semblables. Ces ressemblances ont tendance à s'accentuer en vieillissant, même si les jumeaux identiques ne grandissent pas ensemble. Les jumeaux identiques, séparés à la naissance, se ressemblent plus que des jumeaux non identiques élevés ensemble. La génétique est responsable de nos comportements, de nos intérêts et de nos personnalités. Mark Newman et Jerry Levy sont des jumeaux identiques élevés dans 2 familles différentes. Les ressemblances ne sont pas que physiques. Les deux ont des habitudes personnelles très semblables. Mark et Jerry sont 2 pompiers bénévoles. Ils boivent de la Budweiser en canette qu'ils écrasent d'une main lorsqu'elle est terminée. Lorsqu'ils rient, les 2 rejettent la tête vers l'arrière et ils portent tous les 2 des trousseaux de clés attachés à leur ceinture. Pensez à n'importe quel membre de votre famille. Chaque personne a une petite manie caractéristique. Et je me demande toujours si cette personne avait un jumeau identique. Est-ce qu'il aurait lui aussi la même manie? Congratulations, Heather and Brooke Slayton of Woodhaven, Michigan, our first place winners for most like girls 1 and 2 years old. Les couples de jumeaux sont tellement proches que bien des gens attribuent à cette relation une qualité presque surnaturelle. Nous adorons être jumelles. La question que l'on pose le plus souvent est la suivante. Est-ce que les jumeaux communiquent par télépathie? La réponse est non. Certains couples de jumeaux ont des comportements qui peuvent nous laisser croire qu'ils communiquent par télépathie. Par exemple, ils vont dans un magasin chacun de leur côté et achètent les mêmes vêtements. Évidemment, ils choisissent les vêtements qui vont le mieux à la forme de leur corps. La probabilité de porter des jumeaux non identiques varie selon les pays. Elle est la plus élevée en Afrique. Là-bas, une naissance sur 30 produit un couple de jumeaux, surtout chez les Yoruba, une tribu qui se nourrit d'igname, un légume riche en estrogène végétal. En Chine, la probabilité est d'une naissance sur 300 seulement. S'il peut arriver qu'un ovule se divise en 2 embryons pour donner des jumeaux identiques, il est presque impossible qu'un ovule se divise pour produire des triplés ou des quadruplés identiques. Les triplés Dan et Michael Melendez sont un couple de jumeaux identiques avec un 3e jumeau non identique. Ils s'entendent à merveille. Ils sont les meilleurs amis du monde, tellement qu'il est difficile d'imposer une discipline à l'un d'entre eux parce que les 2 autres viennent à sa rescousse. Les jumeaux identiques sont plus près l'un de l'autre, mais le 3e fait vraiment partie du groupe. S'il lui arrive quelque chose, les 2 autres sont inquiets. Les gens se posent des questions à propos de cet enfant-là, comme s'il y avait quelque chose qui clochait chez lui parce qu'il ne ressemble pas aux 2 autres. J'ai eu peur que cela puisse l'affecter, mais beaucoup moins aujourd'hui. Nous n'avons plus l'air d'une famille de triplés comme c'était le cas lorsqu'ils étaient plus petits. Les parents de jumeaux doivent relever le défi de faire de 4, 5, 6 enfants ou plus nés la même journée des individus à part entière. Ils sont tous différents, vous savez. Je sais toujours à qui j'ai affaire. Les identifier n'a jamais été un problème. Ils sont très solidaires. Ils sont toujours là l'un pour l'autre. They stick up for one another. Oh, the girls! They're like, oh, we're angels. We're perfect. We're angels. We are the devils. These 3, they're like, every day, fighting and fighting, fighting. Over clothes, over this, over that. And me and my brother, we get along perfect. I think they understand. I don't know. We don't fight over anything. Oh, I'm sure you fight, but not as much as we do. Yeah. Okay, you can be him. Lorsque les frères ou sœurs précèdent ou suivent la ribambelle de jumeaux, les relations familiales se trouvent souvent transformées. Les Jacobson, les parents de quadruplés filles, doivent aider leur fils aîné, Ethan, à faire face à l'invasion de ses 4 sœurs.
Oh, I think I'm going to crash into you. Ethan pâtit beaucoup de la situation. Il reçoit moins d'attention qu'il en recevait. Il était le seul enfant. Et si maman n'était pas là, papa y était. Maintenant, avec les petites qui sont si dépendantes, nous devons nous occuper des filles en premier. C'est difficile de faire en sorte qu'Ethan ne se sente pas oublié. Alison Melendez, âgée de 7 ans, éprouve toujours des difficultés avec ses 3 frères. Lorsque je suis avec ma mère ou mon père, je n'aime pas les entendre crier. Maman, viens ici. Ou papa, j'ai besoin de toi. Le plus jeune enfant chez les Boyle n'a jamais connu la vie de famille autrement qu'avec les triplés. Et lorsque vous lui demandez comment il se sent d'être le petit frère de triplé, il trouve qu'on s'en fait pour rien. Pour nous, les jumeaux continuent de nous fasciner. It's been a hot day. He'll have one for the road and then go quietly. What's this? 3D? Nous avons été programmés à apprécier l'individualité. Et lorsque nous rencontrons des individus qui se ressemblent à ce point-là, cela remet en question nos valeurs les plus fondamentales. Nous avons affaire à des individus à part entière, mais qui font de plus partie d'un groupe très spécial. Ces groupes très spéciaux ont été et sont toujours pour la science un terreau très fertile pour la recherche. De plus, ces groupes très spéciaux offrent à leurs familles et au monde en général une occasion unique de mieux comprendre ce qui fait notre identité. Les baby boomers sont maintenant parents et certains s'inquiètent des conséquences qu'aura ce mini-boom de grossesses multiples sur la population mondiale. Il est difficile de prévoir l'impact sur la société qu'auront ces naissances multiples. Cela nous permet par contre de jeter un regard critique sur toute cette industrie de la fertilité. Les projections démographiques antérieures se sont révélées plutôt alarmistes. Si l'on accepte les taux de naissance multiples qui atteignent les 344%, les taux de naissance en général régressent dans la plupart des pays développés. Même si la hausse soudaine des naissances multiples n'a pas un grand impact sur la croissance de la population, les nouvelles techniques de fertilité pourraient un jour éliminer l'horloge biologique. L'horloge biologique existe. Je pense que nous avons réussi à la déjouer dans beaucoup de cas. Avec les dons d'ovules, les femmes, même ménopausées, peuvent devenir enceintes et accoucher d'un bébé. Aujourd'hui, les scientifiques utilisent une technique où on retire l'ADN de l'ovule de la donneuse pour y injecter celui de la mère infertile. Puis, on fertilise cet ovule hybride. L'embryon qui en résulte peut être implanté dans la cavité utérine de la mère infertile, comme dans la fertilisation in vitro, ou être implanté dans l'utérus d'une mère porteuse si la mère infertile est trop vieille. Ces techniques sont encore à l'étape de l'étude. On les a expérimentées sur les animaux, mais nous ignorons encore beaucoup de choses sur ces techniques qui peuvent avoir des défauts majeurs. Les autres techniques qui ont permis de libérer les femmes de leur horloge biologique sont la congélation de l'ovule et de l'embryon. Cette technique permet aux femmes de mettre en attente leurs ovules pendant qu'elles sont jeunes et en bonne santé, jusqu'à ce qu'elles décident d'enfanter sans avoir à se préoccuper de l'état de leurs ovules. Les embryons excédentaires qui n'ont pas été implantés par la technique de fertilisation in vitro peuvent être congelés dans de l'azote liquide. Mais les couples qui font appel à ces techniques se voient confrontés à des dilemmes moraux et à des décisions pratiques. Il faut absolument, avant de congeler les embryons, décider de ce qu'il adviendra de ces embryons dans le cas de décès, de discorde ou de divorce. Si ces éventualités ne sont pas prévues, nous aurons à faire face à de grands problèmes.
Il existe environ 100 000 embryons congelés à travers les États-Unis. Congelés en théorie à tout jamais. Mais dans les cas de divorce, il peut y avoir de grosses batailles pour avoir la garde de ces embryons. Ce qui est très étrange, parce que nous n'avons pas encore en tant que société décidé du statut de ces embryons. Est-ce des enfants en puissance ou simplement un amas de tissu et de sang? La science et la société vont éventuellement travailler à limiter ces naissances multiples. Mais malgré l'augmentation des coûts médicaux, du plus grand nombre d'enfants très prématurés, malgré le dilemme moral concernant les limites de la science, les naissances multiples auront eu comme effet positif de nous donner une meilleure compréhension de nous-mêmes, de la façon dont l'environnement et la génétique se combinent pour faire de chacun d'entre nous la personne unique que nous sommes. Et à ce titre, chacun de ces enfants porte en lui des trésors de possibilités immenses. Bagel Bites, délicieuses bouchées de pizza. Une autre exclusivité Hot Bites de Heinz. La collation qui risque de provoquer une chicane de famille. J'ai adoré ça. Et c'est vraiment pour tout le monde. Hein? Je vous le recommande. Irrésistible. Un grand classique. 2 fois, bravo. Je n'aurais jamais voulu que ça finisse, vraiment. Les gens qui font l'essai de la Dodge Caravan sont étonnés par sa tenue de route, son confort. MagnaBrite est sans fil et s'utilise partout en toute sécurité. Il s'installe même sur un mur. Pratique, compact et léger, MagnaBrite se plie et se range facilement. MagnaBrite pour un reflet éclatant. C'est le solde des fêtes du studio de photographie Sears. Et vous pouvez obtenir vos portraits des fêtes pour seulement 6,99 $ la feuille. C'est une belle occasion d'amener toute la famille. Et pendant le solde des fêtes du studio de photographie Sears, vous pouvez choisir vos poses préférées et les dimensions des photos. Avec en vedette de nouvelles trames de fond et de nouveaux accessoires. Obtenez vos portraits des fêtes pour seulement 6,99 $ la feuille. Pendant le solde des fêtes du studio de photographie Sears. Dépêchez-vous. Les meilleurs des meilleurs. Une idée cadeau juste à temps pour les fêtes. Procurez-vous les plus grands succès d'Alain Souchon, de Rita Mitsuko et de Stéphane Echer. Les nouveaux Bagel Bites farcis. Délicieuses bouchées farcies de pizza, une autre exclusivité Hot Bites de Heinz. La collation qui risque de provoquer une chicane de famille. Cette émission s'adresse à un public adulte et peut ne pas convenir aux enfants. Bonjour, ici Roger Ladouceur, médecin, et bienvenue à l'émission Diagnostic. Aujourd'hui au programme, nous vous présentons une approche chirurgicale pour traiter certaines maladies graves du pancréas, dont le cancer de la tête du pancréas, la pancréato-duodénectomie ou chirurgie de Whipple. Mais auparavant,
Aimeriez-vous savoir en quoi consiste la formation médicale? Peut-être vous est-il déjà arrivé d'aller à l'hôpital ou dans une clinique et d'être accueilli par un étudiant en médecine, un externe, un interne ou un résident. Vous êtes-vous demandé qui ils étaient? Le reportage qui suit va vous permettre d'en savoir davantage sur la formation médicale. Vous aurez l'occasion de suivre 2 étudiants en médecine qui complètent leur formation médicale. L'un est en 5e et l'autre en 6e. Voyez comment ils deviennent médecins. Voici une péniche aménagée dans laquelle vit Martin Fiji. Vivre sur le canal au cœur d'Amsterdam lui plaît beaucoup, et cela en dépit du long trajet qu'il doit effectuer chaque jour pour se rendre à l'AMC, où il étudie la médecine. Martin a déjà complété 4 années d'études, 4 années de théorie, de lecture et d'apprentissage. Beaucoup d'examens et très peu de temps libre. Il a passé avec succès ses examens théoriques, mais cela n'est pas suffisant pour devenir médecin et psychiatre. Une fois sa randonnée quotidienne à vélo terminée, Martin rejoint Imke Matman, étudiante elle aussi en médecine et espérant devenir généraliste. Imke a un peu d'avance sur Martin. Elle est en 6e année, alors que Martin entame sa 5e. La 5e et la 6e sont les années au cours desquelles les internes acquièrent beaucoup d'expérience pratique, en observant les patients et en pratiquant de simples examens. Morgen meneer Visser. Goedendag. Dat is een longfunctieonderzoek. Ja. Dan wil ik eventjes wat dingen bij onderzoeken. Prima. Monsieur Visser souffre d'emphysème. Ses poumons ne fonctionnent plus normalement. On pourrait parler de manque d'élasticité. Een beetje goed geslapen? Ja. Prima. En een beetje benauwd wil. Maar is het benauwder dan anders? Ja. Ja? Ja. Iets aan voren, dan ga ik even naar de rugluis. Ja, misschien kunnen we het jasje even uitdoen. Ja. Dat kan naar beneden ook. Ja, prima. Een beetje koude handen. Il s'agit ici d'un bref examen préliminaire. L'examen fonctionnel respiratoire sera plus élaboré. Oké, even luisteren. Monsieur Visser prend des médicaments et cet examen vise à savoir si ces derniers ont fait effet. Goed, nou, dan denk ik dat we zomaar weg moeten. Ja. 10 uur naar het onderzoek. Ja. Présentement. Puis là, je suis en train de manger ma barbe. C'est fantastique. Quand moi, je vais tirer dessus, je pense. Ça va me permettre de vérifier si c'est une vraie ou... Non, ça n'a pas l'air d'être une vraie. De l'oxygène. Allez-vous participer, vous, le 13 décembre, les gars? Oui, c'est ça. Chaque année, on fait quelque chose. L'année passée, on est allé chanter des chansons. On avait distribué des journaux et en échange de sous, évidemment. Et puis cette année, qu'est-ce qu'on va faire, Ghislain? Les sous, c'était pas pour nous. C'était pour les gens qui en ont besoin, bien sûr. C'est niaiseux. C'est vraiment niaiseux. Je pensais qu'il y aurait éventuellement, dans les années actuelles, qu'il y aurait une nécessité de regroupement. C'est une forme de spiritualité, finalement. Tous les gens doivent partager. Et c'est là où on est rendu, je pense. Bien, je trouve ça important dans le temps des fêtes pour ceux qui ne peuvent pas manger, d'avoir quelque chose de bon à manger puis tout. Puis du manger. On pourrait vous faire don, nous, en échange de crampes en masse. Peut-être qu'ils pourraient rester sur votre galerie. Je trouve qu'ils fit avec le décor. Oui, ils vont geler. Il va y avoir pas mal de verglas. Cette année, ça s'appelle la Grande Guignolée plutôt que la Guignolée tout court. Pourquoi? Bien oui, parce que tous les médias se sont regroupés. C'est une innovation cette année. Alors, je trouve que c'est une excellente initiative, vraiment. Il n'y a pas d'énergie perdue. Tout va se faire le 13 décembre, jeudi 13 décembre. Alors, c'est formidable. On va voir si vous avez retenu la leçon. C'est quelle date, la Guignolée? Le 13 décembre.
Ben, nous autres aussi, on va s'impliquer le 13 décembre. On va vous en reparler. Vous allez pouvoir venir nous voir. On y sera. Alors, on se transporte maintenant à la boutique Nadia Toto, où a lieu en ce moment le dévoilement d'une collection de verres à martini et haut de gamme. Patrick Marcellet nous y attend avec plein d'invités. Allô, Patrick? Bonjour. Oui, on est à la boutique Nadia Toto. Il faut le dire, c'est pas tous les jours qu'on... Le forfait que vous offre Voyage Montembeau, l'agence de voyage officielle de Flash, composez le 1-877-667-5900. Il y a quelques jours, Toronto accueillait les Smyrna Fashion Awards, un concours international de futurs grands couturiers qui a attiré des concurrents de tous les horizons. Patrick Marcellet était sur place pour capter les images et les réactions que voici. Toronto était l'hôte du prestigieux Smirnoff International Fashion Awards vendredi dernier. 12 designers venus de partout sur la planète ont ainsi tenté d'accrocher l'œil du jury. Hola, Flash. Aqui somos Ciao. Olá, Montreal. Zdravo svim. Strmimo širom sveta. Si jamais... Deuxième année consécutive, la star a été nommée l'actrice la plus influente aux États-Unis par le Hollywood Reporter. Elle se classe 3e dans le palmarès des 100 femmes les plus puissantes du show business américain, derrière les grandes patronnes des studios Universal et Paramount. L'auteur brésilien Paulo Coelho, un des écrivains préférés de Madonna et Julia Roberts, a vendu plus de 37 millions de livres en 45 langues aux 4 coins de la planète grâce, entre autres, au grand succès de son best-seller, L'Alchimiste. Il est de passage à Montréal en ce moment et, bien sûr, Flash l'a rencontré et ce matin. Vous en êtes devenu une superstar, je suis certain. Je suis un superstar. Une superstar qui a vendu plus de 37 millions de livres et qui possède des fans aussi célèbres que Madonna et Julia Roberts. Je n'ai jamais rencontré Madonna. J'ai rencontré Bill Clinton. Il était photographié avec l'alchimiste. Je viens de voir un documentaire où Julia Roberts parle de mes livres avec un amour. Et nous sommes d'accord, elle et moi, sur une chose, c'est les livres ne doivent jamais être devenus des films. Paulo Coelho, c'est évidemment l'homme derrière L'Alchimiste et sa fameuse légende personnelle. Je n'ai aucun problème avec les succès. Je trouve que c'est très important réussir avec moi-même. Et ça me donne aussi beaucoup de joie d'être capable de vivre le destin que j'ai choisi. Vous l'avez écrit dans mon livre, d'ailleurs, dans ma dédicace, « Vivez votre légende personnelle ». Quelle est votre légende personnelle à vous? Alors, ma légende personnelle, c'est être un écrivain. Hein. C'était toujours. Alors, mes parents, la société, disent non, mais c'est impossible, on ne peut pas vivre de l'écriture, etc. Et malgré les semonces, Coelho laisse pourtant sa carrière pour l'écriture. J'avais l'argent, j'avais une femme que j'adore, j'ai encore cette femme, mais j'étais amer. Vous voyez, j'étais triste. Vous auriez pu écrire des romans tout en continuant à travailler dans la musique, non? On peut faire ça, mais ça ne marche pas. Je trouve qu'il faut choisir. Je connais pas mal de gens qui sont écrivains et dentistes, écrivains et médecins, écrivains et alors ils travaillent dans les bureaux du... Mais ça ne marche pas. Vous avez écrit pour plusieurs chanteurs brésiliens. Je sais pas, moi, une chanson pour Madonna, ça vous intéresserait pas? Je crois que quand on fait quelque chose, ça m'intéresse bien sûr, mais maintenant je suis incapable. Hein? Maintenant je suis incapable. On mélange pas les choses. Oui, non, il faut se concentrer. Tous les mardis, jour de sortie des nouveaux disques dans les magasins, on fait face à la même question angoissante, mais lequel choisir? Heureusement, notre chroniqueur Philippe Renaud est là pour nous aider à y voir clair. Cette semaine, 2 disques français pour vous, Sinclair et la compilation de l'Hôtel Coste. C'est le retour du jeune prodige de la funk française Sinclair avec l'album Supernova Superstar. Un album qui est un peu moins énervé que ses précédents disques où on ressent plus l'influence de... 6 mois. Oui. Puis après ça, je pense que c'était un peu plus dur pour elle, bien entendu, parce que c'est moi qui étais parti. Est-ce que vous gardiez contact pendant cette période-là? Oui, on a des enfants ensemble. Oui. Hein, puis, qui étaient des adolescents à ce moment-là? Oui. Ma fille a maintenant 22 ans, alors ça veut dire qu'elle était un peu plus jeune que ça. Ouais. Puis mon fils a 18 ans. Renaud a 18 ans maintenant, 13, alors presque 13 ans à peu près. Mais en fait, on s'est toujours entendu sur beaucoup de choses quand même, Claire et moi. Puis, on a réussi. Comment vous avez réussi ça?
Parce que dans une séparation, parce qu'il semble qu'aujourd'hui, tout soit retombé dans l'ordre, tous les blocs sont placés, votre relation avec Claire est parfaite, les enfants, la même chose, vous avez une nouvelle conjointe depuis 2 ans. Comment on réussit ça, René? Qu'est-ce que ça prend pour réussir ça? Alors qu'il y a tellement de divorces et de séparations qui finissent mal ou qui sont mal faites. Bien, en fait, moi, je pense que il faut se brancher sur... Si on veut une séparation, c'est parce qu'on veut que notre vie redevienne plus positive. Qu'il y ait des choses qui changent. Qui changent, qui se clarifient. Si on continue à vouloir ça dans notre vie, ça ne sert à rien de revenir en arrière. Ça ne sert à rien d'accuser l'autre. Il y a quelque part où une de mes amies m'avait dit, il va falloir que tu assumes que tu es un écœurant. Un gars qui abandonne une femme, c'est un écœurant. Puis là, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je me suis dit, avant d'accuser, il faut que j'assume aussi. Mais quand cette amie-là vous avait dit ça, faut qu'elle assume que tu es un écœurant, est-ce qu'elle voulait dire que tu es un écœurant dans l'œil des autres ou tu es un écœurant par rapport à toi-même? En fait, et dans l'œil des autres, surtout, bien entendu, mais aussi par rapport à moi. Est-ce que vous y avez pensé à ça avant de poser le geste, ou si la décision du geste était prise et vous vous êtes dit, je vais vivre avec les conséquences? Bien, en fait, moi, j'ai pas beaucoup de difficultés à prendre des décisions, ni dans la vie, ni dans le métier, et tout ça. Et une fois que la décision est prise, moi, je fonce. Ça m'a pris 3 jours. Bon, j'y pensais depuis quelque temps. En fait, non, j'étais pas bien, mais je pensais pas vraiment à partir. 26 ans, c'est quand même... Mais bon, là, tout d'un coup, j'étais moins bien. Puis, à un moment donné, j'ai été bête, vraiment, très bête avec Claire. Puis je me suis dit, non, moi, je ne vivrai pas ça dans ma vie. Je ne laisserai pas quelque chose... bête une deuxième fois. Non, puis je ne deviendrai pas quelqu'un qui se bat dans son mariage. Puis en 3 jours, j'ai pris la décision. Puis c'était décidé. Et Rosaline et Renaud, comment ils ont réagi quand vous leur avez annoncé la nouvelle? Bien, en fait, ma fille, qui est scorpion comme moi, qui est donc torturée comme moi... vous n'avez pas l'air d'un gars torturé, par exemple. Ben, je suis ascendant vierge. Je suis torturé, mais c'est pas de ma faute. C'est ça qui apaise un peu. Ça apaise un peu. J'ai un côté très tranquille. Mais en fait, je deviens tranquille une fois que j'ai pris les décisions. Alors, Rosaline? Rosaline, elle a trouvé ça un petit peu difficile, souffrant. Puis elle était dans une mauvaise relation elle-même. Puis elle a dû rompre elle-même la relation. Alors, ça a été difficile. Mais Renaud, lui, son côté taureau, très terre-à-terre, il a dit... je pense que Claire est mieux, toi t'es mieux, c'est mieux. Ça a été ça. Et ça a été ça, sa réponse. Et au début, je me suis dit... C'est étonnamment lucide. Oui, puis au début, je me suis dit, il doit y avoir autre chose en dessous que ça. Eh bien, non. C'était ça, puis il l'a pensé vraiment, puis il l'a dit. C'était aussi simple que ça. Pourquoi, après cette séparation-là, vous avez vécu seul pendant 5 ans? Ben, je pense qu'il était essentiel. 5 ans? Oui, mais il était essentiel que je me retrouve, que je me pose des questions sur ce que je veux. Puis, bon, j'ai été seul, mais bon, j'ai eu quelques rencontres. Oui. Et je m'apercevais que c'était toujours le même pattern. Alors là, j'ai arrêté, et ça a pris encore 1 an et demi de solitude pour me dire, OK, il faut que je visualise ce que je veux dans la vie. Est-ce que c'est... Oui, c'est ça. Est-ce que c'était de remettre de l'ordre dans votre vie, ou si c'était pour une première fois de votre vie aller voir de quoi vous aviez besoin à ce moment-là? Oui, puis en plus de connaître ton besoin qui est pas bon. Moi, par exemple, j'aime beaucoup faire plaisir, être généreux et tout ça. Et il y a quelque part où je me définis dans mon don aux autres. Mais ça a ses limites, ça. Quelque part, quand tout d'un coup, toi, tu as besoin de recevoir et que tu n'as jamais habitué les gens à te donner, tu n'as jamais rien demandé, c'est de ta faute si tu ne reçois rien. Puis là, je me suis dit, OK, je vais avoir besoin d'une relation plus équilibrée pour pouvoir de temps en temps recevoir. Donc, il va falloir que j'ose demander. Et c'est toujours un peu de sa faute. On va revenir au côté professionnel. OK. On parlait de rôles qui ont été importants, déterminants pour certains. Chambranville, pour vous? Ben, en fait, ça a été le début d'une très longue... J'appelle ça une espèce d'aventure.
Ouais. Parce que là, j'ai rencontré l'équipe de TVA. Ouais. J'ai tourné avec les mêmes caméramans pendant 4 ans et demi sur Chambre en Ville et puis 6 ans et demi sur les machos. Ouais. Il y a des liens, hein? Des liens. Je m'ennuie de ces gens-là, de la technique. 1993. Le plateau, une partie du plateau, en tout cas, de Chambre en Ville. Juste le plaisir de se faire du bien, vous et moi. Non, je le ferai pas. C'est tentant, Caroline. Tu peux pas savoir. C'est certain que t'es belle. Je te trouve très attachante. Ce serait si simple en trop. Tu m'en voudrais. Pas maintenant, mais un jour. Je fais un test pour toi. À la demande générale de mes invités, 4 prises de framboise à la Sonia. 4 tasses de framboise. Citron. Armagnac. Oups. 2 tasses de sucre glacé. Et une tasse de Tide. Tide vient à bout de ma recette, même à l'eau froide. Un seul lavage, pas 2. Avec Tide, c'est propre à mon goût. Les tâches, c'est comme mes desserts, ça part bien, bien vite. Cette année, rendez-vous la vie plus facile à Noël. Choisissez Pharmaprix pour vos idées cadeaux. Et en ce moment, obtenez 1000 points Pharmaprix Optimum en prime en achetant pour... Comme tu veux. Contrairement à ce que tu penses, rien n'est fini entre nous. Je vais être patient. Je sais exactement ce que je veux. Sors-toi ça de la tête, Louise. T'es morte pour moi. Est-ce que vous regardez ces images-là avec que ce soit Chambre en Ville, que ce soit Desjardins, que ce soit les machos, parce que les machos, c'est ce que vous avez fait en dernier. Oui. Est-ce que vous regardez ça avec une certaine nostalgie, une certaine tristesse? En fait, quand je regarde ça, ce qui me manque, c'est les relations. Oui, avec les gens. Oui, je regarde Geneviève, puis on a tellement eu de plaisir à créer des scènes troubles ensemble, que c'est ça qui me manque. Ce que j'adore dans mon métier, moi, c'est les relations. Ouais. C'est rencontrer quelqu'un puis créer ensemble quelque chose. Est-ce que vous êtes un gars des extrêmes, c'est-à-dire des grandes joies et des grandes angoisses, ou de petits bonheurs et des petites peines ici et là? En fait, je pense que profondément, je suis un gars dans l'absolu, dans les extrêmes. Oui. Et ce que je souhaite et ce que je sais, c'est de reconnaître les petits bonheurs, de reconnaître les petites victoires et d'essayer d'amenuiser les grandes déprimes. Bon, les grandes déprimes, les grandes angoisses que vous avez vécues. On a parlé de votre séparation tantôt. C'en est une. Le décès de votre frère. Vous avez perdu un frère dans des conditions particulièrement difficiles. Est-ce que vous êtes à l'aise d'en parler? Oui. C'est mon frère, puis il y a des choses dans la vie qu'on vit pas. Ouais. Puis cette relation-là, je l'ai vécue. C'est-à-dire qu'il était à Rimouski les dernières années. Oui. Puis parce que pendant des années, il est venu se faire soigner à Montréal pour toutes sortes de raisons. Donc vous voyez un petit peu. Puis je le voyais parce qu'il venait chez moi. Oui. Il venait s'installer chez moi à Montréal, en clinique externe. Ça, c'était pour la sclérose en plaques. Sclérose en plaques, OK. Puis, mais après ça, il a été atteint d'un cancer du poumon. Oui. C'est de ça qu'il est mort. Puis, un automne où j'étais très occupé, je suis allé 7 fois à Rimouski pour le voir, pour passer du temps avec lui. Il était à l'hôpital, ça allait pas bien du tout et tout ça. Oui. Puis, j'ai vécu des choses avec mon frère que j'aurais jamais pensé vivre, parce qu'on est devenus, en fait, très proches. Donc, intense. Intense. Puis, il me demandait de l'aider à passer au travers, à laisser aller. Puis, ça a été un moment très important pour moi, parce qu'en fait... ça vous a fait comprendre des choses? Oui, quand on parle aux autres de ça, on s'aperçoit que c'est de soi qu'on parle, toujours. C'est impossible de se détacher. Puis, en fait, ça a peut-être été important pour moi, à cette époque-là dans ma vie, pour que je laisse aller les choses. C'est comme une transfusion de soi, finalement, qu'on fait. Totalement, totalement. Votre père est toujours vivant, mais il est atteint de la maladie d'Alzheimer.
Depuis combien de temps? Remarquez, cette maladie-là, on ne peut pas mettre de date là, sur le début. C'est ça. Nous, on s'aperçoit, mes frères et mes sœurs et ma mère, on s'aperçoit qu'en fait, il y avait des symptômes depuis déjà un bon moment. Ouais. Comme quoi, par exemple? Est-ce que vous avez souvenir de certains de ces symptômes-là? Ben bon, quand il commence à répéter la même question 3 fois de suite en 10 minutes, tu fais « Oh! » Et il était très habile pour par exemple, arrêter de poser des questions, se retirer sur une chaise en arrière et juste sourire et écouter. Et s'arranger pour ne pas avoir à répondre à beaucoup de questions. Quelqu'un lui posait une question, il se retournait vers ma mère, puis il disait « Qu'est-ce que tu en penses, Janine? Te souviens-tu? » Et nous, on se disait, il laisse parler ma mère, c'est tout, mais on s'aperçoit maintenant qu'il sentait qu'il ne s'en souvenait pas, puis qu'il oubliait. Qu'est-ce que ça a créé comme commotion à l'intérieur de la famille, chez votre mère, chez vos sœurs? À ce moment-là, il vous restait un frère? Oui, j'ai un frère. Jean-Yves était déjà décédé? Oui, il reste Réal. Réal, pardon. Réal. Puis mes 4 sœurs. Ouais. Mais en fait, c'est très troublant parce que quand ça arrive, puis que, bon, ma mère a des ennuis de santé tout autres, elle est encore en appartement, mais supporter quelqu'un parce que la pire chose, c'est le changement de caractère. C'est qu'il y a quelque part où, petit à petit, tu perds l'image, l'essence même de... Il y a des secondes où, dans un sourire, je reconnais mon père, mais il y a des grands bouts de temps où c'est comme... Un étranger. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est quoi? C'est le corps de mon père, mais c'est plus lui. Et ça, comment on l'apprivoise? Parce que, comme c'est une maladie qui est de plus en plus importante dans la population, on ne sait pas comment réagir face à ça. Tout le monde se sent coupable. Tout le monde se sent coupable? Tout le monde se sent coupable. De quoi? Ben, du manque de générosité, d'être capable de tout endurer de ça. Ah, oui, OK. Non, bon, pas coupable de la maladie, mais coupable de notre comportement face à la personne. Ben oui, tout d'un coup, tu fais, bon, moi, ce qui s'est passé pour moi, et c'est vraiment personnel, moi, il y a quelque part où j'ai commencé à faire le deuil du père que j'ai eu. Il y a quelqu'un d'autre dont je me sens responsable, oui. C'est mon père, mais moi, j'essaie de me souvenir du père que j'ai eu, et pas celui-là. Je trouve que c'est d'une telle tristesse, cette fin-là. Alors, donc, c'est votre mémoire à vous, dans les images du passé que vous conservez. Puis j'essaie de garder les beaux souvenirs, puis de penser à mon père avec toute la sagesse, la grande âme, la générosité qu'il a. Quels sont vos bonheurs aujourd'hui? Ah, mon Dieu. Parce que professionnellement, depuis la fin des Machos, vous travaillez un petit peu moins. Oui. Vous avez déjà dit, ma carrière a commencé à ralentir quand je me suis divorcé. Oui. C'est vrai, ça? En 95? Oui. Votre carrière a commencé à ralentir. Oui, ça a commencé à ralentir et c'est quelque chose de très bizarre, mais il y a quelque part où j'ai eu l'impression que ça, moi qui étais comme un bloc très sécure, j'ai insécurisé les gens. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quelque part où ça m'a rendu un grand service. De travailler moins. Travailler moins, OK. Parce que j'aurais jamais eu une autre relation si j'avais travaillé autant. Cette relation-là, c'est celle que vous vivez avec Jeanne depuis... 2 ans et demi. 2 ans et demi. J'aurais jamais eu le temps de rencontrer Jeanne et d'établir une vraie relation si j'avais travaillé autant. Après votre séparation d'avec Claire, après une vie commune de 26 ans, est-ce que vous croyez encore en l'amour? Oui, absolument. Ouais. Parce que 26 ans, c'est assez pour y croire. Oui. C'est pas parce que c'est un autre amour? Oui. Ben, en fait, au bout de 5 ans, là, je commençais à me dire, bon, j'aurais eu une grande histoire d'amour dans ma vie, puis c'est tout. Avez-vous l'impression d'en vivre une deuxième maintenant? Oui, tout à fait, tout à fait. Et je crois maintenant, des fois, il y a des choses qu'on sait dans la vie, puis qu'on fait, mais bon, ça arrive aux autres, mais pas à soi. Puis, tu sais, on sait qu'il y a des gens qui ont tout d'un coup, qui se retrouvent à 70 ans, puis que c'est comme... C'est l'émerveillement, puis que ces personnes-là rajeunissent, puis tout ça. Quand ça s'arrive à soi, là, ça m'est arrivé, puis ça m'arrive. Et vous n'avez pas 70 ans? Non, pas du tout. Je suis un petit jeune. Je suis un petit jeune, moi. Anxieux aujourd'hui par rapport au travail, professionnellement? Ben, obligatoirement un peu. Mais j'ai d'abord besoin de me reposer. L'année a été très mouvementée. Est-ce que ça veut dire que vous refuseriez les choses si on vous en offrait? Ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi, puis j'irais peut-être pas jusqu'à refuser du travail parce qu'il faut vivre. Mais en même temps,
c'est bon, là, il faudrait que je m'active, que je fasse des téléphones. Mais là, vous enseignez, de toute façon. Oui, oui, là, partagez votre savoir. Oui, puis j'enseigne cette année, puis ça me... Disons, ça va me faire survivre. Mais les gens, elles travaillent? Oui, j'aime travailler dans le voyage. Dans le voyage, c'est ça. Puis, alors, vous pouvez pratiquer un peu. Oui. Voyager un peu. C'est ça. On va s'arranger. Là, c'est encore un petit peu angoissant, le voyage, mais on va se calmer, ça va revenir. On a du contrôle sur soi. Puis le travail va revenir aussi. Oh oui. René, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je sais que là, tout de suite après, vous prenez la route et vous allez voir maman Rimouski. Vous la saluerez de notre part. Oui. Et ça nous a fait grand plaisir de vous accueillir et d'apprendre à vous connaître un petit peu plus. Mais merci, puis merci pour les cadeaux. Tous ces extraits, là, c'est des cadeaux pour moi. C'est à vous, on vous les remet avant de vous partir. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Merci également à vous d'avoir été là. On vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Bougez pas, les nouvelles s'en viennent. À demain. Lors de leur passage à Québec, les invités de Michel Jasmin sont logés au Château Bonentente de Sainte-Foy, le grand hôtel champêtre de Québec. Alain Chevalier, sonorisation 379-5373. Avec Pierre Bruno depuis 25 ans.